Les détectives en ligne ont souvent mauvaise réputation, surtout ceux qui cherchent à résoudre des crimes non élucidés, et ce n'est pas totalement injustifié. Les réseaux sociaux peuvent aider à résoudre des affaires complexes, mais ils peuvent aussi les compliquer en submergeant la police de pistes inutiles ou en causant des problèmes à des personnes totalement étrangères à l'affaire. Pourtant, il y a eu plusieurs cas où des personnes ordinaires, passionnées par les affaires de criminels, ont réussi à apporter des réponses à un mystère resté longtemps non résolu. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, où nous examinerons 3 exemples d'affaires de personnes disparues résolues par des enquêteurs en ligne. Jason Callahan. Dans l'après-midi du 26 juin 1995, 2 hommes ont été découverts morts dans leur fourgonnette Volkswagen, après s'être écrasés contre un groupe d'arbres sur la route États-Unis 58 Ouest à Emporia en Virginie. Aucun des occupants du véhicule ne portait de ceinture de sécurité et il a été déterminé par la suite que cela avait contribué à leur décès. Le conducteur de la fourgonnette a été identifié comme étant Michael Hager, mais le passager n'a pas pu être identifié. Sur lui, on a retrouvé 2 billets pour les concerts des Grateful Dead, l'un pour le 24 juin, l'autre pour le 25 juin, plusieurs pièces de 25 cents et un briquet Big Jaune. Près des lieux, ou peut-être dans la poche de John Doe selon la source, une lettre a également été retrouvée. Au départ, c'était une piste prometteuse. Il disait « Jason, désolé, nous avons dû partir, à bientôt, appelle-moi », suivi d'un numéro de téléphone, et il était signé par Caroline T. et Caroline O. La lettre comportait également un dessin caricatural d'une personne, supposée être Jerry Garcia, le chanteur principal des Grateful Dead. Malheureusement, bien que les enquêteurs aient examiné le numéro de téléphone, il manquait l'indicatif régional, et cela n'a finalement mené à aucune nouvelle preuve. Les Carolines n'ont jamais été identifiées ni interrogées. Les billets de concert des Grateful Dead, quant à eux, ont été retracés peu de temps après jusqu'à un revendeur, mais il n'a pas pu se souvenir de détails concernant la personne à qui il les avait vendus. John Doe est resté non identifié pendant 2 décennies et entre-temps, il a 17 ans, il a été appelé Jason Doe ou Grateful Doe. On estimait qu'il avait entre 15 et 21 ans avec des yeux marrons et de longs cheveux bouclés qui étaient en dos soit brun, soit blond foncé, mais qui avaient été teints en une nuance rougeâtre. Il avait plusieurs tatouages qui semblaient avoir été faits par un amateur, y compris une étoile sur le haut du bras gauche. Son oreille gauche était percée et il avait une cicatrice à l'arrière du cou. Ses dents étaient bien entretenues et il n'y avait aucun soin dentaire particulier qui avait été effectué. Au moment de sa mort, il portait un t-shirt rouge, tie-dye, Grateful Dead, un jean de la marque Levi, des chaussettes blanches et des baskets noires de la marque Fila. Après avoir identifié le conducteur du van, Michael Hager, les autorités ont soupçonné que Grateful Doe était un autostoppeur pris en charge entre Fairfax et Gloucester en Virginie. Les analyses ont montré qu'aucun des 2 hommes n'avait de drogue ou d'alcool dans son organisme, ce qui a donné lieu à la théorie selon laquelle Michael se serait endormi au volant. La famille de Michael a été interrogée après l'accident, mais elle n'a pas reconnu son passager. Pour tenter d'identifier Grateful Doe, ses empreintes digitales ont été relevées et comparées aux bases de données nationales, mais aucune réponse n'a été trouvée. Comme Grateful Doe avait subi des lacérations au visage, une photographie post-mortem n'a pas été rendue publique. Plusieurs reconstructions faciales ont été réalisées au fil des années, cependant, la plus notable est celle publiée par le Centre national pour les enfants disparus et exploités en 2012. Après la publication de cette image, plus de 220 personnes disparues ont été écartées comme étant Grateful Doe. Pendant des années, il y a eu beaucoup de spéculations sur l'identité de Jason Doe. Les utilisateurs du forum WebSleuth ont approfondi l'affaire en comparant son image avec celle de dizaines de dossiers de personnes disparues. Les utilisateurs de Reddit se sont également joints à l'action. Et en décembre 2014, une femme utilisant le pseudonyme @greymetal a publié un collage de Grateful Doe
comprenant sa reconstitution de 2012, la lettre écrite par les Caroline, le t-shirt qu'il portait, ainsi que d'autres informations, demandant au Redditor de l'aider à l'identifier. L'image a été largement diffusée et plus d'un demi-million de personnes ont pu la voir, ce qui a finalement conduit 2 individus à se manifester pensant reconnaître Grateful Doe et à soumettre une véritable photographie de lui. Ces personnes étaient des colocataires de courte durée et ne se souvenaient de rien d'autre que de son prénom et du fait qu'il venait peut-être de Myrtle Beach en Caroline du Sud. Les utilisateurs de Reddit, y compris Grey Metal ainsi que d'autres, ont commencé à mettre l'affaire sous les projecteurs, envoyant les informations aux chaînes de télévision et aux journaux dans l'espoir que de plus grands médias pourraient attirer davantage l'attention sur cette histoire. Pendant ce temps, Margaretha Evans, 63 ans, est tombée sur les images, en ligne ou dans les informations locales. Les détails varient selon la source. Quoi qu'il en soit, elle a immédiatement reconnu le garçon sur les images et elle est allée signaler la disparition de son fils. Elle a ensuite soumis son acide désoxyribonucléique pour des analyses et a attendu. Il a fallu presque 1 an pour que les résultats reviennent et en décembre 2015, il a été annoncé publiquement que Grateful Doe avait été identifié comme étant Jason Patrick Callahan, âgé de 19 ans. Jason n'avait plus donné de nouvelles depuis juin 1995, peu de temps après avoir quitté la maison pour suivre les Grateful Dead. Bien que Margaretha ait voulu signaler la disparition de son fils plus tôt, elle a déclaré qu'elle ne savait pas où le signaler disparu, étant donné son mode de vie nomade. Lorsque la famille n'a pas eu de nouvelles de lui pendant plusieurs années, ils ont supposé qu'il avait commencé une nouvelle vie et qu'il était parti vivre seul ailleurs. Sa demi-sœur, Shannon, a déclaré aux médias qu'elle avait le cœur brisé par la nouvelle, affirmant « Je suis content que l'affaire soit résolue, mais je suis aussi incroyablement triste parce que je voulais tellement reprendre contact avec lui. » Shannon avait été un autre membre de la famille à fournir un échantillon d'acide désoxyribonucléique afin que les autorités puissent prouver de manière concluante que Jason Callahan était Grateful Doe. Après l'identification de son fils, Margaretha s'est jointe au mouvement d'enquêteurs en ligne. Elle publie régulièrement des images d'enfants disparus et d'animaux maltraités sur son Facebook et demande à ses amis et à sa famille de partager ces images afin de trouver une forme de justice. Linda Pagano. Selon tous, Linda Pagano, 17 ans, était timide, intelligente et assidue. Elle était serveuse dans un restaurant de restauration rapide local, avait un vif intérêt pour la musique rock et avait grandi à Akron, dans l'Ohio, où elle vivait encore en 1974. La plus jeune de 3 frères et sœurs, elle partageait un appartement avec son frère et sa sœur aînée, ainsi qu'avec leur beau-père au moment de sa disparition. Ceux qui connaissaient Linda avaient du mal à croire qu'elle aurait abandonné sa vie et fui la maison, mais pendant des années, c'est l'histoire que son beau-père et les enquêteurs racontaient. Linda a été vue pour la dernière fois par ses frères et sœurs le 31 août 1974. Ce soir-là, elle a assisté à un concert avec son petit ami Steve Wilson à Cleveland et aux premières heures du 1er septembre, le couple est retourné à Akron où Linda a déposé Steve puis est rentrée chez elle. Il est à noter que son beau-père Byron a été la seule personne à voir la jeune fille de 17 ans à son retour. Il déclarera plus tard que tous deux se sont disputés à propos des heures tardives auxquelles elle entrait et sortait de la maison et que leur dispute a dégénéré au point que Byron a mis Linda à la porte. Elle a quitté l'appartement et n'est pas revenue. On ne l'a jamais revue. Bien que la famille ait été au courant du mauvais caractère de Byron, ils ne pensaient pas que quelque chose n'allait pas, car lui et Linda ne semblaient pas être en mauvais termes avant sa disparition. Elle n'a pas été immédiatement signalée disparue car ses proches pensaient qu'elle séjournait chez des amis, mais après avoir appelé partout et découvert que personne n'avait vu la jeune fille de 17 ans, elle a été déclarée disparue le 2 septembre. Malheureusement, la disparition de Linda a été largement ignorée par les forces de l'ordre, qui pensaient qu'elle était une adolescente fugueuse, partie après une dispute familiale et qu'elle reviendrait lorsqu'elle manquerait d'argent ou d'abri. Il est à noter que la voiture de Linda était toujours à l'appartement. En raison du manque d'intérêt de la police pour l'affaire, sa disparition a été largement ignorée par les médias et pendant des années, sa disparition est restée un mystère. Moins de 6 mois plus tard, le 5 février 1975, des restes squelettiques partiels ont été découverts sur les rives de la rivière Rocky à Strongsville, dans l'Ohio.
Aujourd'hui, la zone fait partie de la réserve Millstream Run. Le corps n'avait pas de mâchoire et il y avait très peu de preuves physiques que les enquêteurs pouvaient récupérer. Les forces de l'ordre ne disposaient que des signes vitaux du corps. Il a été déterminé que les restes appartenaient à une femme blanche d'environ 20 ans et la cause de sa mort a été établie comme étant une blessure par balle à la tête. On a d'abord cru que le corps appartenait à Patricia Hearst, une actrice et membre de la riche et influente famille Hearst. En 1974, elle a été enlevée par l'armée de libération symbionnaise et au moment où les restes ont été découverts, il n'était pas clair si elle était vivante ou morte. Finalement, les forces de l'ordre ont écarté Patricia de l'enquête, car elle a été retrouvée vivante 18 mois après sa disparition. Notamment, le frère de Linda, Michel, a vu un reportage sur la découverte des restes à Strongsville. Il a immédiatement appelé la police de Strongsville pour leur parler de sa sœur disparue, mais sa théorie a été aussitôt rejetée. Les autorités ont affirmé que le corps était trop grand et trop âgé pour être celui de Linda, et la Jane Doe de Strongsville a ensuite été enterrée dans une tombe anonyme au Memorial Gardens à Highland Hills, dans l'Ohio. Pendant des décennies, le sort de Linda est resté inconnu. Sa famille a aspiré à des réponses, coincée dans un enfer où elle espérait trouver un semblant de réconfort, mais n'y parvenait pas. Ce n'est qu'en 2016 que l'affaire de la jeune fille de 17 ans allait connaître un nouvel élan, lorsque Christina Skates, une étudiante de l'Université d'État de Cleveland, tomba accidentellement dessus en faisant des recherches généalogiques. En parcourant les registres des cimetières, Christina prit connaissance des restes de squelettiques non identifiés dans les jardins commémoratifs et demanda ensuite l'accès au dossier de police et au rapport d'autopsie, se sentant profondément attristée qu'une jeune femme soit morte et que son affaire ait été rapidement oubliée. Après avoir mené des recherches supplémentaires, Christina exposa tout ce qu'elle savait dans un post sur Reddit où le célèbre artiste médico-légal Karl Koppelman entendit parler de l'affaire et réalisa une reconstitution de la victime à partir d'images de son crâne. Malgré ses efforts, la reconstitution peina à susciter l'intérêt du grand public et passa largement inaperçue en dehors de la communauté des enquêteurs amateurs. Karl Koppelman est un artiste médico-légal bénévole très respecté qui travaille comme comptable le jour et n'a jamais reçu de formation professionnelle en art. Peu de temps après que l'affaire de la Jane Doe de Strongsville ait attiré son attention, les forces de l'ordre l'ont contacté pour lui proposer de collaborer sur une autre affaire. Et Karl a alors décidé de leur parler de la femme non identifiée enterrée dans un cimetière à Highland Hills. À la même période, Christina a demandé des informations à la police sur les restes. Elle a spécifiquement demandé pourquoi ils n'apparaissaient pas sur la liste des restes non identifiés du comté de Cuyahoga, ce qui représentait une erreur cruciale de la part de la police. Parce qu'elle n'était pas dans les bases de données, personne ne connaissait son existence et il était impossible de l'exclure ou de l'associer à des dossiers de personnes disparues. Au cours des mois suivants, de nouvelles images du crâne de Jane Doe ont été envoyées à Karl, qui a travaillé sur une autre reconstitution, tandis que les autorités ont découvert qu'une erreur d'orthographe avait empêché l'ajout des restes dans les bases de données en ligne. Cette erreur a ensuite été corrigée et le corps a été enregistré dans la base de données NamUs entre autres. Suite à cela, l'affaire a rapidement progressé car des enquêteurs en ligne ont suggéré que les restes appartenaient à Linda, 17 ans, disparue à Akron dans l'Ohio depuis le 1er septembre 1974. Peu de temps après, la police d'Akron a contacté les autorités du comté de Cuyahoga et les premiers dossiers dentaires d'Edel semblaient prometteurs. Une exhumation complète a été réalisée en octobre 2017 afin que de l'acide désoxyribonucléique puisse être prélevé sur les restes, tandis que des prélèvements acides désoxyribonucléiques ont été effectués sur les frères et sœurs de Linda, Michael et Cheryl pour comparaison. Le 29 juin 2018, il a été confirmé que le corps découvert à Strongsville, Ohio, en février 1975 était bien celui de Linda Pagano. Les restes ont été rendus à la famille pour un enterrement digne. Et Michael aurait rencontré Christina Skates pour la remercier de son travail acharné qui a permis de ramener l'affaire à l'attention des enquêteurs. Il a ensuite déclaré aux médias « Je croyais que c'était un rêve. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je pensais que je mourrais en errant. » Bien que Linda ait été retrouvée, sa mort reste non résolue. Certains membres de sa famille soupçonnent leur beau-père, Byron, d'être impliqué dans sa disparition. La police le considère comme une personne d'intérêt, mais son décès en 1990 empêche tout interrogatoire. Notamment, Michael a déclaré qu'ils étaient de proches et qu'il ne pense pas que leur dispute cette nuit-là ait été autre chose qu'un désaccord entre un parent et son enfant.
Les enquêteurs souhaitent également retrouver et interroger Steve Wilson, le petit ami de Linda à l'époque. Bien qu'il ne soit pas un suspect, il a été l'une des dernières personnes à voir la jeune fille de 17 ans vivante et il est donc considéré comme un témoin clé. Le sergent Jeff Smith, de la police d'Akron, a enquêté sur l'affaire de Linda et a déclaré qu'il y avait peu d'éléments au moment de sa disparition, et encore moins maintenant que Byron était décédé. Il est persuadé qu'avec les technologies modernes et les progrès en médecine légale, l'affaire aurait été vite résolue si elle s'était produite de nos jours. Il a déclaré aux journalistes « Nous saurons dans notre cœur qui l'a fait, mais nous ne pourrons jamais le prouver ». Toute personne ayant des informations sur l'affaire de Linda ou sur la localisation de son petit ami en 1974, Steve Wilson peut contacter le service de police des Cleveland Metro Parks au 440-331-5530. Jacob Wetterling. Le dimanche 22 octobre 1989 fut une journée sombre pour la famille Wetterling qui vivait à Saint-Joseph dans le Minnesota. Leur fils de 11 ans, Jacob, a quitté la maison ce soir-là vers 9h pour aller au magasin du coin à vélo avec son frère de 10 ans, Trevor, et leur ami Aaron Larson, âgé de 11 ans. Après avoir visité le magasin où ils ont loué une cassette vidéo de la comédie parodique « Eddie a-t-il un flic pour sauver la reine ?» Le trio s'est préparé à rentrer chez lui, mais a été surpris lorsqu'un homme, le visage caché par une cagoule, est sorti d'une allée voisine en brandissant une arme à feu. L'agresseur a ordonné aux garçons de jeter leur vélo dans un fossé et de s'allonger face contre terre. Il leur a ensuite demandé de lui dire leur âge, puis a ordonné à Trevor de courir vers le bois tout proche, en lui assurant que s'il se retournait, il serait abattu et tué. Une fois que Trevor était éloigné de la scène, l'homme a exigé de voir les visages d'Aaron et de Jacob. Il a ensuite ordonné à Aaron de courir, le menaçant de la même manière qu'il avait menacé Trevor. Jacob a disparu à jamais. Lorsque les garçons sont arrivés à la maison pour alerter la famille et que la police est arrivée sur les lieux du crime, il n'y avait aucune trace du garçon de 11 ans ni de l'homme non identifié. Même si l'enlèvement de Jacob a fait la une des journaux à travers le pays et que 2 témoins oculaires avaient vu l'auteur, bien que son visage ait été quelque peu dissimulé, les progrès dans l'affaire ont été lents et 20 ans plus tard, l'enquête était complètement au point mort. Bien que les enquêteurs aient examiné des centaines de pistes et d'indices et interrogé des dizaines de témoins et de suspects potentiels, ils n'ont jamais trouvé d'éléments concrets permettant de retrouver Jacob, ni l'homme qui l'avait enlevé dans la rue cette nuit-là, laissant les enquêteurs et les proches désemparés et frustrés. À ce moment-là, la mère de Jacob, Patty, s'était depuis longtemps tournée vers l'activisme. Elle plaidait et pétitionnait sans relâche pour les parents d'autres enfants disparus, dans l'espoir que moins de personnes aient à souffrir de la même douleur qu'elle depuis cette nuit horrible en 1989. En 1990, Jerry et Patty Wetterling ont créé la fondation Jacob Wetterling, un groupe de défense pour la sécurité des enfants, et en 1994, ils ont aidé à faire adopter la loi Jacob Wetterling qui a créé un registre national des délinquants sexuels. Pendant ce temps, Joy Baker, une ancienne propriétaire d'agence de publicité qui tenait un blog, s'était beaucoup intéressée à l'affaire de Jacob. Joy était elle-même mère de 2 garçons, et la douleur de Patty résonnait profondément en elle. Elle vivait à seulement 45 minutes des Wetterling, et en approfondissant l'affaire, elle découvrit qu'un autre garçon avait été enlevé dans les rues et agressé sexuellement par un homme dans la ville voisine de Cold Spring. 10 mois seulement avant la disparition de Jacob. Elle retrouva le garçon Jared Shirel. Il était maintenant un adulte à part entière, âgé de 37 ans et travaillant comme plombier, et il a admis avoir rêvé pendant des années de retrouver son agresseur et de le traduire en justice. Il a raconté à Joy que son enlèvement avait eu lieu le 13 janvier 1989 et que l'homme qui lui avait fait du mal avait brandi une arme à feu dans sa direction. Puis, en le relâchant, lui avait ordonné de courir sans se retourner, sinon il serait abattu. Le lieu de cet incident était situé à environ 10 miles de l'endroit où Jacob affronterait plus tard son agresseur. Pour Joy, ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas l'être. Elle décida de consulter les archives microfilmées du journal local de Painesville, Minnesota, et finit par découvrir encore plus d'incidents impliquant de jeunes enfants à la fin des années 1980 qui étaient abordés par un homme masqué non identifié brandissant une arme à feu.
Patty Wetterling se souvient avoir lu le blog pour la première fois sans savoir quoi en penser, mais elle a déclaré « J'ai vite compris qu'elle posait des questions que personne n'avait posées ». Joy était convaincue que les enquêteurs ne l'écouteraient pas lorsqu'elle révélerait ce qu'elle avait découvert, alors elle a demandé à Jared de se manifester le premier avec ce qu'il savait. En 2015, les vêtements que Jared portait la nuit où il a été attaqué ont été réanalysés et l'acide désoxyribonucléique a conduit les enquêteurs à un certain Danny et James Heinrich. Il est à noter qu'il avait été interrogé par le FBI en 1989 dans le cadre de l'affaire de Jacob et un prélèvement acide désoxyribonucléique avait même été effectué, mais il n'a jamais été inculpé et a finalement été relâché. Encore plus intéressant, un homme qui avait fréquenté sa mère lorsqu'il était enfant, Dwayne Hart, qui était également un délinquant sexuel condamné, a affirmé qu'il avait dit à la police dès 1991 qu'il soupçonnait Heinrich d'être impliqué dans la disparition de Jacob, alléguant que Heinrich lui avait demandé comment se débarrasser d'un corps. Il a également affirmé avoir vu des objets suspects chez Heinrich. Ces informations n'ont jamais été correctement suivies. L'acide désoxyribonucléique, retrouvé sur les vêtements de Jared, correspondait positivement, et bien que Heinrich n'ait pas pu être inculpé dans cette affaire en raison de la prescription, les forces de l'ordre ont décidé d'utiliser cette preuve pour obtenir un mandat de perquisition afin de rechercher des éléments à charge chez lui, où ils ont découvert du matériel pédopornographique. Il a été arrêté le 28 octobre 2015. Heinrich a ensuite conclu un accord de plaidoyer avec les enquêteurs, ce qui l'a amené à les conduire jusqu'au Arrest de Jacob le 1er septembre 2016. Il avait été enterré à environ 30 miles de chez lui, son identité confirmée par des dossiers dentaires. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Heinrich plaiderait également coupable à une des 25 accusations fédérales de pornographie infantile portées contre lui et témoignerait des détails de la mort de Jacob. Il a dit au juge qu'il avait menotté Jacob et l'avait conduit dans une carrière de gravier près de Pennville où il l'avait agressé sexuellement, tué, puis enterré son corps. Il avait évité la police cette nuit-là en utilisant un scanner radio et il était revenu sur le lieu de l'enterrement un an plus tard pour déplacer le corps parce que la veste de Jacob était apparente. Heinrich a également admis lors de son audience au tribunal qu'il avait abusé de Jared en janvier 1989. Selon l'accord, Heinrich n'a pas été inculpé pour le meurtre de Jacob. Il a été condamné à 20 ans de prison pour l'accusation de possession de matériel pédopornographique et d'autres conditions de l'accord pourraient l'empêcher d'être libéré un jour. Le juge John Thunheim, qui a supervisé l'affaire Desiree, a déclaré que Heinrich ne sera presque certainement jamais libéré, en soulignant « Ce crime est si odieux, si brutal et horrible qu'il est peu probable que la société vous laisse un jour en liberté. » Et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.